vous avez lancé un projet audacieux. Le projet s'appelle Une classe en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette innovation pédagogique? Le dispositif de classe en entreprise propose une immersion de 3 jours consécutifs d'une classe au sein d'une entreprise. Alors nous, la classe avec laquelle on a monté le projet, c'est une classe de BTS comptabilité gestion première année. Et donc on est parti passer 3 jours au sein de la BNP Paribas. Donc pendant les 3 jours, on a alterné interventions de professionnels qui sont venus présenter leur parcours et leur métier, et puis séances de cours dispensées par les enseignants de la classe. Bien sûr, en plus de l'intérêt évident que ça avait pour les enseignants de rencontrer les professionnels et du coup d'appréhender la diversité des métiers, la diversité des parcours au sein du monde bancaire. Ce qui est intéressant aussi dans ce genre de projet, c'est tout simplement de faire sortir les étudiants du lycée, parce qu'en fait, ça permet de changer de cadre et puis de faire bouger pas mal de lignes. Et ça crée en plus une espèce de porosité entre le monde un peu clos du lycée et le monde de l'extérieur. Le lien que je fais sur la formation tout au long de la vie et la formation à l'entrepreneuriat. On sait qu'on se forme tout autant à l'entreprise et j'applique à l'université. Donc c'est vraiment une modalité d'enseignement qui a complètement changé en peu de temps. Et dernier point, le faire ou le apprendre. On apprend tout autant en faisant, et c'est aussi, il y a des chercheurs le disent, l'ont démontré, c'est ce qu'on appelle mon entreprise la FEST, la formation en situation de travail. C'est un dispositif qui est reconnu par la nouvelle loi. Tout ce qu'on essaie de faire pour les formations tout au long de la vie, c'est de faire un dispositif qui va être de se poser en frontal la question de la compétence. Quelle est la compétence qui me manque pour monter mon entreprise, pour obtenir un nouveau boulot, pour rentrer dans une formation. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est un accompagnement et un suivi qui est fait à l'université puis dans plein d'organismes. Une fois que j'ai identifié mes compétences, je vais me poser la question, cette compétence-là, comment je peux l'acquérir? Est-ce que c'est par du faire ou est-ce que c'est par du apprendre? Est-ce que c'est par une école ou est-ce que c'est par l'entreprise? Est-ce que c'est en présentiel ou est-ce que c'est en numérique? On va construire pour chaque personne le dispositif qui va lui permettre d'acquérir les compétences qui manquent par rapport à un projet donné. On rajoute à ça tout ce qui est dispositif de validation. Quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, je reviens sur Éric Trochon et sur la cuisine, je suis complètement incompétent dans le sujet, il sait faire des choses et on va pouvoir valider, une école va pouvoir valider tout un tas de choses qu'il sait faire sans doute beaucoup mieux qu'un enseignant parce qu'il l'a pratiqué, et c'est tous les systèmes de VES, VAE, VAP qui existent. On arrive à faire des formations qui sont relativement rapides et qui sont pratiquement personnalisées. Ce qu'on voit, c'est la satisfaction des entreprises et des formés. C'est complètement différent quand quelqu'un arrive en formation et on lui dit voilà tout ce que tu vas apprendre et ça tu le sais déjà et je reconnais que tu le sais déjà, donc je valide et je renforce donc l'envie d'apprendre parce que j'ai pris en compte la compétence de la personne, parce que la formation est un sujet, la formation tout au long de la vie, par exemple dans l'entrepreneuriat, mais dans plein de domaines, est un sujet complexe. Moi, je crois que j'aime bien effectivement sortir du cadre. Déjà, les étudiants, du coup, ont là une occasion d'être en contact avec un milieu différent du milieu scolaire. Les professionnels utilisent un autre langage, d'autres codes. Finalement, nous aussi, enseignants, quand on participe à ce genre d'action, on se trouve dans une situation qui est différente et on se positionne différemment. Nos rapports avec nos étudiants changent à ce moment-là. C'est très riche et ça produit quelque chose d'intéressant. Et puis, je pense aussi que c'est très valorisant pour les étudiants dans ce type de rencontre, l'intérêt que les professionnels manifestent. Patrick, Saoula, expliquez-nous. Vous êtes un peu la star de ce panel. Expliquez-nous en 2 mots en quoi consiste la pédagogie tout couleur. La pédagogie tout couleur, c'est qu'on part du principe qu'on a tous une compétence extraordinaire à partager ou à faire découvrir. Et on est parti aussi d'un autre postulat dans l'éducation nationale. On est parti du principe qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas d'argent dans l'éducation nationale. À partir de ce moment-là, on se rend compte que tout est possible. La pédagogie de couleur que l'on a mis en place,
c'est une pédagogie où on va rendre, effectivement c'est une pédagogie positive et coopérative, où on va rendre les élèves 100% acteurs de leur apprentissage et même de la valorisation de leurs compétences scolaires. L'idée c'est que on a mis en place dans les établissements un nouveau lieu qui s'appelle la salle ouverte, ce qu'on appelle le 4e lieu. C'est un nouveau lieu où on va transformer les compétences personnelles et extrascolaires des élèves en compétences scolaires. Dans ce lieu-là, un élève, un partenaire, un parent, une entreprise ou même un professeur vient avec une idée, va se créer une équipe qui est composée de tous ces partenaires-là. Donc ça peut être l'élève qui va enfin pouvoir travailler avec le professeur qu'il a toujours rêvé d'avoir ou avec son camarade qui n'est pas dans sa classe, faire entrer des parents ou des partenaires. Et ils vont se créer donc un staff et ils vont transformer cette idée en projet pédagogique, parce que ça c'est très important, et où l'enseignant dans cette équipe-là va être un facilitateur, l'expert pédagogique, et c'est celui qui va valider ses compétences de façon transversale, sans notes. Et ensuite on passe du projet pédagogique à l'action de valorisation, toujours. C'est-à-dire qu'on va créer un événement, on va participer à un appel à projet, on va valoriser le travail de cette équipe-là. L'idée, c'est également de pousser cette idée toujours de plus en plus loin et de faire entrer des nouveaux partenaires qui vont nous apporter des nouvelles compétences, des entreprises. Donc qu'est-ce que ça apporte pour les élèves? Ça apporte des élèves qui ne connaissaient pas certains métiers, vont les découvrir, vont se découvrir, ou pour certains vont se dire c'est pas fait pour moi. La base de tout ça, c'est quand même la motivation et l'envie. Et effectivement, c'est un concept qui est en train d'essaimer dans l'éducation nationale, donc je peux partir partout en France se former. Qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui? Une école qui accompagne les étudiants, et encore une fois dans le cadre de la nôtre, à l'entrepreneuriat. C'est que très rapidement, nous on les a poussés dans une dynamique. J'ai entendu le mot intrapreneuriat également tout à l'heure, qu'on parle d'entrepreneuriat, qu'on parle d'intrapreneuriat. On est dans une dynamique, on est dans de la proactivité. Le rôle d'une école, c'est quoi? La mission d'une école, à mon sens, il y en a deux. Il y a la première qui est de transmettre des compétences. Former à l'entrepreneuriat, c'est super compliqué. Donc on a créé le projet Copycat. On est entre de l'intrapreneuriat et de l'innovation par la copie, on est un peu sur le modèle requête internet, de dire bon allez, avant de partir à l'international, on va choisir des modèles économiques, des services, des produits dans les pays dans lesquels ils vont aller avec nos partenaires. Et on va leur donner pour objectif de déployer finalement sur le territoire français. Et on a un travail qui est extrêmement puissant de la part des étudiants. C'est vrai que nos étudiants, ils attendent énormément qu'on change de rythme, qu'on change d'activité, que ça bouge. Les collègues enseignants qui se sont aussi, qui se sont joints au projet, eux-mêmes en ont profité pour expérimenter des nouvelles façons de faire leurs cours qui n'auraient pas forcément été possibles à mettre en place au lycée. Donc nous aussi, on a tiré parti aussi du contexte dans lequel on était. Et le regard des professionnels, l'intérêt qu'ils ont eu pour la rencontre avec ces jeunes gens, ça permet aussi de changer de regard et c'est quelque chose de revaloriser les études, de revaloriser les étudiants eux-mêmes. Et effectivement, nous, au sein de la salle ouverte, l'objectif c'est de pouvoir avoir cette culture-là et que les élèves, dès le collège, savent qu'ils peuvent venir proposer. C'est pas forcément créer une entreprise, mais déjà avoir une culture de la gestion d'un projet, comment est-ce qu'on va chercher des partenaires, comment est-ce qu'on se fait son budget, comment on va chercher du financement. Et ça, oui, je pense qu'il faut très rapidement le mettre en place. Pour aller vers l'école de demain, je pense qu'il faut être entreprenant, audacieux et créatif. Changer l'école, c'est changer la société. Si on a le projet de changer l'école pour aller vers une société plus entreprenante, je pense qu'il est nécessaire de changer un certain nombre de points de vue, de changer le regard social sur l'initiative, sur l'autonomie, sur la créativité, de ne plus les considérer comme des aptitudes annexes, mais bien fondamentales. Et pour cela, je crois qu'il faut changer le regard social sur la vie économique, sur les entreprises et sur l'initiative entrepreneuriale. Moi, c'est regarder sous un autre angle notre fonctionnement économique, un angle autre que l'angle financier, l'angle de l'activité humaine au travail et du sens que nous lui donnons dans nos vies. Changer de regard sur les entreprises, j'insiste sur le pluriel entreprises parce qu'elles prennent des formes très très variées, elles jouent des rôles très différents dans notre société.
Et enfin, changer le regard social sur l'initiative entrepreneuriale, la création d'activités, la création de richesses. Et ça suppose pour moi, dans les pratiques pédagogiques, de ne pas construire que des réflexes de mise en conformité, mais bien des capacités, vous avez parlé madame, à sortir des cadres, à interpeller, à avoir un état d'esprit critique, du recul, à imaginer, à prendre des risques. Tous ces mots ont été prononcés et ce n'est pas par hasard. Donc pour résumer, à avoir, je ne sais pas, on ne sera pas tous des entrepreneurs au sens des créateurs d'entreprises, mais avoir un état d'esprit entreprenant. Les voies qui sont empruntées dans les expériences pédagogiques relatées, eh bien, ce sont des voies qui font sortir d'une manière ou d'une autre de l'école, ou qui font entrer dans l'école ce qui lui est extérieur, d'autres acteurs que les élèves et les enseignants. Je pense que c'est un point sensible, je pense que c'est quelque chose de très important, puisque cette sortie de l'école ou cette ouverture de l'école à d'autres acteurs permet justement de changer les points de vue que j'évoquais tout à l'heure. Second point, c'est voir l'initiative entrepreneuriale comme une initiative citoyenne. Et je pense que pour les enseignants et pour tout ce que vous faites dans vos activités, c'est aussi sortir de votre zone de confort et prendre des risques. Troisième point sensible pour moi, apprendre, agir, apprendre en collectif. Et on le voit dans les pédagogies mobilisées, les pédagogies de l'entreprendre, ce sont des pédagogies du projet, des pédagogies du collectif. Quand on propose une pédagogie entreprenante, d'arriver à détecter les potentiels. Ce type de pédagogie crée un terrain propice pour épanouir la créativité, mais aussi pour la détecter. Et il est temps de songer quelle école pour quelle société de demain, effectivement.